Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 3e chapitre de cette Super Flame Story. Triste blizzard, chapitre 3, fin de journée. À Marmottin, on était sur le qui-vive. Nous étions en décembre et aussi bien les habitants que les policiers se préparaient au pire. À chaque instant, un drame pouvait survenir et replonger le village dans la tourmente. Ce climat de peur hivernale était comme chaque année très exploité par Cassandra Darmin, la rédactrice en chef de la Gazette de Marmottin. Le titre du jour, « Allez-vous mourir aujourd'hui ?» était un record d'audience qui avait valu à la journaliste d'être invitée sur Marmottin FM, au micro de Jean-Jacques Bardin, le journaliste star du petit village. Marmottin FM, 100% actu, 100% info. Le 17h, duel de l'info avec Jean-Jacques Bardin. Chers Marmottanais, chères Marmottanaises, bonjour, je suis Jean-Jacques Bardin et nous sommes en direct pour le duel de l'info avec mon invité, la désormais célèbre Cassandra Darmin, qui frappe fort, très fort même, avec sa une du jour. Allez-vous mourir aujourd'hui? Cassandra, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Record de vente pour le dernier numéro de la Gazette, dont la une est concentrée sur les tragédies qu'a traversé le village au cours de ces dernières années. Pourquoi ce choix éditorial, Cassandra? C'est avant tout un devoir de mémoire. On part de l'affaire du décapiteur fou et nous allons jusqu'aux enlèvements d'enfants de l'année dernière en passant par l'affaire Pic-au-Vent, l'explosion de la mairie et j'en passe. La plupart de ces affaires ont été placées sous le sceau du secret par la DPA. D'où viennent vos infos sur ces histoires? Des gens, Jean-Jacques, du peuple, des Marmottanais. Le village sans filtre qui se livre. On remarque tout au long de ce numéro une critique plutôt acerbe de la police de Marmottin. Vous les estimez dépassés, incompétents et incapables de faire face à tous ces problèmes. C'est le cas. Le commissaire Tassier est on ne peut plus mollasson quand il s'agit de gérer des drames. Il est mauvais pour anticiper, mauvais pour intervenir et mauvais dans les choix de ses hommes. Vous pensez à l'inspecteur Bloom? Oui, si l'incompétence policière a un visage, c'est bien celui de Nathan Bloom. C'est quand même dingue tout ça, lança le lieutenant Fonck en baissant le son de la radio de l'open space du commissariat. Pourquoi à chaque fois elle vous tape dessus comme ça, inspecteur? Je pense qu'au fond elle m'aime bien, répondit l'inspecteur Bloom en se levant. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille récupérer Léo. Bonne soirée, Nathan. On vous appelle au besoin, répondit Tassier en se dirigeant vers la machine à café. L'inspecteur salua ses collègues et quitta l'open space à toute vitesse, se rendant compte qu'il était déjà en retard. Toujours rien à signaler, commissaire? S'enquit Fonck. Non, c'est le calme plat. À part quelques sorties de route à cause de la neige et un chasseur qui s'est tiré dans le pied, rien de nouveau. Pourvu que ça dure. Soudain, Josiane surgit dans l'open space. La vieille standardiste avançait lentement, une cigarette au bord des lèvres. « On ne fume pas dans le commissariat, Josie !» s'exclama Tassier. « Je suis au courant. Le monde est complètement parti en vrille le jour où on a interdit de fumer dans les lieux publics. Commissaire, j'allais faire ma pause cigarette tranquillou bilou dehors quand un couple est arrivé dans la cour. Apparemment, leur fils est injoignable et il n'est pas rentré de l'école. » La nuit était déjà en train de tomber sur Marmottin.
Il faisait sombre et une averse de neige venait de débuter. Léo était un des seuls ados à demeurer devant son établissement scolaire, attendant que quelqu'un vienne le récupérer. Il avait fui, non sans mal, la compagnie des autres jeunes et surtout celle des surveillants qui fumaient des cigarettes. Alors qu'il attendait sous un lampadaire, regardant son téléphone pour en apprendre plus sur son personnage, l'appareil vibra. « J'arrive, fiston. Désolé pour le retard. Je te récupère au niveau de l'arrêt de bus. Bisous. » Léo regarda autour de lui et il vit un peu plus en hauteur un petit abri en bois. Il s'y rendit en traînant un peu, profitant de l'instant présent, sentant ses bottes s'enfoncer dans la neige et le vent glacial lui caresser les joues. Il était heureux d'être là. Bientôt, le brouillard fut transpercé par une lumière bleue. L'inspecteur Bloom avait allumé son gyrophare pour avertir son fils de sa présence. Le policier se gara au niveau de l'arrêt de bus et Léo monta à l'avant. Quand il vit le visage de l'inspecteur Bloom, il fut empli d'un profond sentiment de satisfaction. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda le père à son fils. « Ouais, c'était plutôt chouette. » L'inspecteur Bloom redémarra. « Gaëtan n'avait pas besoin que je le ramène ?»« Non, il n'est pas venu aujourd'hui. » répondit sèchement Léo, en augmentant la puissance du chauffage. Un souffle chaud des plus appréciables. Pendant ce temps, au poste de police, le commissaire Tassier prenait en charge les parents d'Émile. « Monsieur et Madame Blandin, enchanté, je suis le commissaire Tassier. »« Enchanté, monsieur. » déclara Patrick, le père d'Émile. Il avait un accent du Sud. « Je crois savoir que vous êtes arrivé à Marmottin cette année, c'est exact ?» demanda Tassier, en invitant les deux parents à le suivre jusqu'à son bureau. Oui, Patrick travaille pour la société ITB. On a emménagé il y a 3 mois environ. « Laissez-moi deviner, vous êtes tombé sur une super offre à prix cassé. » répondit le commissaire. « En effet. » répondit Madame Blondin. À vrai dire, c'est Martine qui a trouvé une grande maison 4 fois moins chère que ce qu'on peut trouver à Castel-les-Pins. On n'a pas résisté. Tassier proposa du café aux parents d'Émile. Ils refusèrent et le chef de la police reprit. « Concernant la disparition d'Émile, sachez que j'ai d'ores et déjà demandé à nos patrouilles de le rechercher de manière active. La DPA sera probablement également de la partie. » À ce propos, reprit Patrick. C'est quoi ces histoires de DPA et de vigilance extrême durant le mois de décembre? J'ai pas mal de collègues qui semblent tendus et qui ont pris des congés. Ils m'ont parlé de phénomènes surnaturels. C'est des légendes urbaines, n'est-ce pas? Le commissaire prit un air grave. Malheureusement, non. Si vous avez trouvé une maison à un prix cassé, c'est probablement lié au fait que notre village a un taux de mortalité très élevé. Nous sommes très souvent sujets à des drames terribles. C'est pour ça que dès qu'on nous signale quelque chose, on préfère surréagir. La DPA est une organisation militaire avec laquelle nous collaborons. Les parents d'Émile, morts d'inquiétude, tentèrent de se rassurer en se mentant à eux-mêmes. Martine prit la parole. « Vous savez, Émile aime bien traîner dehors le soir. Il va sans doute rentrer. On ferait mieux d'y aller pour ne pas qu'il s'inquiète. » Il ne vous répond pas au téléphone. Il est probablement déchargé. Vous savez comment sont les jeunes, toujours collés à leur écran. La discussion fut interrompue quand le lieutenant Fong frappa à la porte. « Entrez !» s'exclama Tassier. « Commissaire, on a les parents d'un autre jeune qui viennent d'arriver. » Tassier se leva et se dirigea vers la porte pour éviter que les parents d'Émile ne l'entendent. « Il a aussi disparu, ce second gamin ?»« Ouais, vous pensez que ça recommence comme l'année dernière, commissaire? » « Je n'en ai pas la moindre idée. » répondit Tassier. « Il s'appelle comment, le gosse ?»« Gaëtan Pomono, répondit Josiane en arrivant à son tour. J'ai réussi à joindre le principal du collège en urgence. Il a vérifié, les 2 disparus ne sont jamais venus en cours. J'ai récupéré la liste des élèves. Ils sont tous les 2 dans la classe du fils de l'inspecteur. » Tassier quitta son bureau. « Fonck, occupez-vous des parents d'Émile, j'ai un coup de fil à passer. » Une fois à l'écart, le commissaire sortit son téléphone. Il composa le numéro d'Alias. « Oui, Philippe ? » « Alias, je crois que ça recommence. On a 2 gamins disparus. »« J'ai cru comprendre que de notre côté, on n'a détecté aucune activité magique. Qu'en pense l'agent Cobalt ?»« Ton agent n'est pas très coopératif. Il n'a envoyé qu'1 ou 2 patrouilles. Quand est-ce que tu viens à Marmottin? Je préfère quand c'est toi qui gères la DPA. »« Malheureusement, je suis sur une autre affaire à Castel-les-Pins. Je sais que Cobalt est loin d'être l'incarnation du fun, mais c'est un bon agent. » Et tu ne peux pas nous envoyer Andrew ou Talion?
Andrew avance avec moi sur l'autre affaire. Talion, c'est peut-être jouable. Je vais voir si j'arrive à le joindre. Entendu, merci. Tassier appela ensuite l'inspecteur Bloom. Ce dernier était toujours dans sa voiture en compagnie de son fils. Oui, commissaire, vous êtes sur haut-parleur, je suis avec Léo. Nathan, on a 2 ados qui ont disparu. Oh, bordel, c'est quoi leur nom? Émile Blondin et Gaëtan Pomono. En entendant ces mots, Léo grinça des dents. Bon sang, Léo me disait justement qu'il n'était pas venu en cours aujourd'hui. Le commissaire reprit. Léo, d'après les parents d'Émile, tu es assez proche de leur fils. Une idée d'où il peut être? Ouais, Gaëtan et lui, c'est mes potes. Je sais pas où ils sont, j'espère qu'ils vont bien. On espère aussi, mon grand. Répondit Bloom. Bon, commissaire, je dépose Léo à la maison et j'arrive. Entendu, Nathan. Soyez prudent. Au même instant, à Castel-les-Pins, Andrew suivait toujours discrètement les déplacements d'Hugo. Le jeune étudiant en journalisme avait pour habitude d'arpenter les rues tard le soir. « Bon sang, ce consoler gèle !» s'exclama Rico. L'oiseau venait de se poser sur l'épaule d'Andrew après avoir fait un petit vol de reconnaissance. « Il prend toujours des photos des SDF ?» « Ouais, je pige pas pourquoi il fait ça, mais bon. » répondit le corbeau en léger surpoids. « Il doit rédiger un article ayant pour thème les laissés pour compte. » Bah, les laissés pour compte, c'est l'hiver qui va leur régler leur compte. Tu veux pas qu'on parte se réchauffer et qu'on reprenne plus tard? Hors de question, Rico. Mon instinct me dit qu'on doit continuer la filature, répondit le propriétaire de porte en réglant ses jumelles. C'est alors qu'il assista à une scène intéressante. Hugo venait de se rapprocher d'un groupe de SDF qui tentait de faire du feu dans un bidon. Le jeune homme les fit s'écarter et son corps s'enveloppa d'une lueur rouge. C'est alors que des gerbes de flammes jaillirent de ses mains et enflammèrent le bidon. Les sans-domicile remercièrent chaleureusement Hugo et se regroupèrent autour du brasier salvateur. « On dirait bien que notre petit protégé utilise ses pouvoirs démoniques en mode super-héros. » lança Rico. « En effet, » répondit Andrew, tandis qu'au même instant, à Marmottin, le hurlement des sirènes de la police et de la DPA se faisait entendre un peu partout. Émile et Gaëtan étaient activement recherchés, même si beaucoup de policiers marmottanais, trop habitués aux tragédies, les considéraient comme étant déjà morts. Retrouvez chaque jour un épisode de Triste Blizzard à 6h30 sur Teddington et à 17h30 sur YouTube. Les liens sont dans la description.